Quand on se lance dans le conseil en images, on pense morphologie, on pense colorimétrie, on pense style, mais on pense très rarement à sa stratégie marketing et business. Surtout, et en particulier si on n'a pas de formation marketing ou commerciale. Et c'est normal en soi, si on n'en a pas conscience. Pourtant, ce qui fait le succès d'une entreprise, ce n'est pas seulement la maîtrise de ses techniques de conseil en images. C'est toute la stratégie que vous allez élaborer autour, en complément, pour pouvoir la mettre en valeur et convaincre les clientes de travailler avec vous. Vous le savez, avec ce podcast, je n'ai de cesse de vous parler de posture entrepreneuriale et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une entrepreneure d'exception en la personne de Coralie du Citron Rose. Coralie est une experte en stratégie de création de contenu sur Pinterest, c'est comme ça que je l'ai découverte, mais également sur les blogs et dans les newsletters. Elle fait partie des personnes qui m'inspirent au quotidien. Ensemble, on va parler de posture entrepreneuriale, de visibilité, de business. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour Coralie, je suis très fière de t'accueillir dans le podcast. Merci d'être avec nous. Hello Maïté, merci pour l'invitation. Je voulais juste te dire merci, je suis trop contente. Comme je disais dans l'intro, tu es une des personnes qui m'inspire au quotidien, donc c'est juste une fierté de pouvoir t'avoir dans le podcast. Merci beaucoup. Ça fait super plaisir, merci beaucoup. Ça fait du bien de recevoir des fleurs pour commencer la journée. Vas-y, je t'en redonne encore si tu veux, parce que moi je te connais depuis, ça doit bien faire 5 ans maintenant, même peut-être 6. Wow. J'ai commencé à être formatrice en marketing digital pour le CNAM en 2016 et donc j'ai fait mes recherches. C'est comme ça qu'un jour je suis tombée sur le Citron Rose. Donc autant te dire que ça fait un moment que je suis ton aventure avec le Citron Rose et avec Pin Lemonade. Donc c'est trop bien. Trop sympa. Alors en plus, ce qui est que j'ai envie de relever, c'est ce côté, waouh, la puissance du SEO. Bon, ça, je ne fais que le rabâcher, mais ça me conforte encore plus dans l'idée de reprendre d'ailleurs mon SEO et de vous encourager, vous, auditeurs et auditrices, à vous intéresser au SEO Google et SEO Pinterest. Trop intéressant. C'est clair. Tu fais partie des premières personnes avec lesquelles j'ai découvert la stratégie marketing digital et c'est grâce à ton expertise Pinterest que j'ai découvert ton parcours. Et donc, c'est une grande fierté pour moi de te recevoir dans le podcast, d'autant plus que tu vas animer pour le réseau Constellation une masterclass dédiée à Pinterest fin octobre. L'objectif de cet épisode, c'est vraiment de revenir sur ton parcours d'entrepreneur et de pouvoir inspirer les personnes qui nous écoutent. Alors, avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Donc, comme tu le disais, c'est vrai que ça fait quelques temps que je me suis lancée. Donc, je me suis lancée en 2020 avec le Citron Rose. Et au début, je me suis lancée en tant que freelance qui proposait ses services de Pinterest Manager, Community Manager Instagram. Je faisais aussi de la rédaction d'articles SEO pour mes clients. Donc, c'était vraiment touche à tout. Mais au final, je trouve que j'ai continué à garder cette ligne directrice avec aujourd'hui les formations que je propose. Donc, voilà, c'est vraiment marketing digital à 360 degrés. Organique, moi, si vous me parlez de publicité, là par contre, je m'enfuis, je prends mes jambes à mon cou parce que vraiment, je trouve ça trop compliqué et ça ne me passionne pas du tout. Alors, si vous me branchez sur les sujets du SEO, Google, Pinterest, Instagram ou encore la stratégie newsletter, tout ça, c'est mon dada. Et j'ai finalement pivoté de freelance prestataire de service à formatrice
en ligne, même si je continue toujours de faire des missions pour des clients parce que j'aime mettre les mains dans le cambouis. Mais c'est vrai que j'ai fait un gros pivot en 5 ans. Mais en tout cas, le Citron Rose, ça existe toujours avec des conseils sur ces fameux 4 leviers digitaux pour se faire connaître et trouver des clients. Génial, merci beaucoup. Alors peut-être qu'on pourrait revenir à tes débuts quand tu t'es lancée en 2020. J'imagine que, l'entrepreneuriat, enfin, tu as pas forcément expliqué d'où tu venais avant de lancer le Citron Rose. Est-ce que tu étais déjà entrepreneur? Et qu'est-ce qui t'a le plus surprise quand tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? Alors, c'est vrai que moi, avant de me lancer, j'étais salariée. Donc, j'ai fait 2 ans de salariat à la suite de mes études. Enfin 2 ans, 3 ans. La nana qui sait plus compter, ça commence à dater. C'était il y a 8 ans. J'ai terminé, on va dire, ma carrière salariale avec 2 ans en tant que chef de projet marketing digital pour un site e-commerce avec 10 000 références produits. Donc, c'était énorme. C'était un site de puriculture bio qui n'existe plus aujourd'hui, mais en tout cas, ça a été hyper formateur. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a quand même une suite logique entre ce pied dans le marketing digital et le poste que j'avais juste avant en salariat. Mais c'est vrai que j'ai commencé à faire mes premiers pas dans l'entrepreneuriat juste avant ces expériences pro, donc ces expériences salariées. Donc en 2016, j'ai créé mon Sirette, puisqu'à l'époque, j'avais un blog qui existe toujours, un blog sur la cosmétique bio qui s'appelle Peppermint Beauty. En fait, donc j'avais ce blog-là, j'ai créé mon Sirette pour pouvoir percevoir des revenus donc dans le cadre de partenariats que je pouvais faire avec des marques. Donc voilà. Et aussi, à la sortie de mes études, comme ça a été compliqué de trouver un premier poste, vraiment, ça a été le branle-bas de combat. En fait, je me suis dit, OK, si on ne veut pas de moi en tant que salarié, je vois bien que c'est compliqué, eh bien, pourquoi pas commencer à proposer mes missions en freelance en plus de ma recherche d'emploi. Donc, j'avais quand même mis un petit peu le nez dans le freelancing en 2016. Et ça me fait rire parce que c'est là où j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables, à commencer par très mal me tarifer. Franchement, c'était n'importe quoi mes tarifs à l'époque. Mais ça tombe bien que tu parles de ça parce que ça fait partie des questions que se posent énormément les personnes qui nous suivent. Comment est-ce que tu faisais? Donc, quelles sont les erreurs dont tu t'es rendu compte par rapport à cette histoire de tarifs? Alors déjà, je sais pas comment j'ai fait mon calcul, mais c'est vrai que, me sentais pas à l'aise. J'avais un vrai problème mindset à ce moment-là. Je me sentais pas à l'aise de demander un tarif juste. À l'époque, je me suis lancée aussi sous l'impulsion d'une copine entrepreneuse. Donc pareil, on s'est connus dans cette sphère de la cosmétique bio, de l'influence des partenariats. Et en plus de nos blogs cosméto, voilà, on proposait nos services en freelance. Et j'étais hyper inspirée par elle. Et en fait, elle se faisait payer 40 € de l'heure. Voilà, on fonctionnait au taux horaire. Après, à chacun de voir s'il préfère faire au forfait, à la mission, à l'heure. En tout cas, nous, c'était à l'heure qu'on calculait nos prix. Et moi, 40 € de l'heure, mais je trouvais ça énorme. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai comparé à combien je peux gagner en tant que salarié. Et du coup, c'est pas du tout le même tarif. Donc, mes premiers tarifs, c'était 9 € de l'heure. Je sais pas comment j'ai fait mon calcul, mais c'était un grand n'importe quoi parce que j'étais pas à l'aise avec ce 40 € de l'heure. Donc voilà, grosse erreur, c'est que du coup, j'étais pas rentable en fait. Et au-delà du côté rentabilité, temps passé versus moi, combien je suis censée me payer, c'est que du coup, au bout d'un moment, c'est pas motivant quand on se sous-tarife. Parce qu'on sait le travail de qualité qu'on donne à nos clients. Et en face, quand on est payé des clopinettes, à cause de nous-mêmes, bien sûr, eh bien, c'est pas du tout motivant. Donc voilà, erreur au niveau de la tarification. Oui, J'ai parce très que mal calculé mes prix. tu tenais pas compte des charges, tu as juste Non, regardé le total. Et effectivement, sur le long terme, quand on a beaucoup de qualité dans son travail, ça peut être totalement frustrant et démotivant. Ça, c'est sûr. ouais. Petit conseil par rapport à ça, si
Alors, que vous soyez débutante ou pas, hein, j'ai encore fait l'erreur, notamment avec un de mes gros programmes, qui était de faire l'autruche sur ma rentabilité. Donc, j'ai fait l'autruche pendant 1 an, ce qui fait que je me suis retrouvée dans la sauce là cette année, mais c'est pas grave. Écoute, c'est bien de faire des erreurs, au moins on apprend. On en fait tout le Petit temps conseil aussi. pour Moi, ce que je note, c'est qu'on en fait tout le temps, même si on a plusieurs années toujours, derrière ça. toujours. Donc, petit conseil par rapport à vos tarifs. C'est bien de calculer un peu le tarif par rapport au temps que vous allez passer. Bon, ça, c'est un peu déjà la base. Prenez en compte le fait que vous êtes à votre compte, donc vous cotisez pas à la retraite comme cotiserait un salarié. Déjà, ça dépend de votre statut. Mais même si vous êtes à un statut, par exemple, comme je le suis moi en EURL, moi, mes cotisations, c'est 45%. Et dans ces 45%, la retraite, c'est peut-être 20%. Un salarié, on est plutôt autour des 50%, hein. Quand votre employeur il vous paye, lui, il paye plutôt 50% de cotises. C'est à peu près les fourchettes. Donc voilà, il y a la retraite. Il y a, est-ce que si vous êtes en arrêt, est-ce que vous payez, est-ce que vous avez une petite trésor, etc. Ensuite, il y a le temps que vous passez à communiquer. Ça, quand vous êtes salarié, vous n'avez pas besoin de passer ce temps-là parce qu'en fait, la boîte, c'est elle qui a un pôle communication et marketing. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin de passer ce temps-là. Donc, vous, en tant que freelance, prestataire de service, il faut tarifer ce temps-là, passer à communiquer. Et puis, bien évidemment, toutes les charges qui vont être autour de votre statut de freelance. Donc, est-ce que vous avez un site web? Est-ce que vous payez Canva Pro? Est-ce que vous payez un truc de facturation? Voilà, toutes ces charges-là, ça doit aussi rentrer dans votre taux horaire. Exactement. Et pour le coup, donc là, tu nous parlais de cette leçon sur les tarifs. Est-ce qu'il y a une autre leçon que tu retiens de tes débuts et qui pourrait être utile pour les personnes qui nous écoutent? Je pense que ça serait organisationnel, ça vraiment. Donc, j'ai toujours eu tendance à m'éparpiller, mais ça même dans le perso, moi je pars un peu dans tous les sens. Je me demande si j'ai pas petit problème de l'attention ou un petit côté multipassionné, ou qui s'ennuie tout simplement. Enfin bref, je suis un petit peu bordélique dans le pro et le perso, bordélique et organisée, c'est ça la dualité. Mais ouais, je pense qu'il y avait un petit problème organisationnel. Je partais un peu dans tous les sens quand je faisais mes missions. Donc là, mon conseil, c'est vraiment de tout centraliser à un endroit. Que ce soit ClickUp, Trello ou Notion. Notion, mon petit chouchou, parce que vous pouvez faire une recherche sur Notion et retrouver facilement vos notes. Donc vraiment, si j'avais pu utiliser Notion à l'époque pour m'organiser, franchement, ça m'aurait fait gagner du temps. Et puis le côté un peu customer care, c'est que franchement, mes factures, je crois que je les faisais sur un Google Doc. Enfin, franchement, c'était trop moche. J'avais pas de contrat. Enfin, c'est tout ce côté customer care cadré la prestation, que ce soit au début, pendant ou après, vraiment pour rassurer votre client. Vraiment, si vous arrivez à avoir un onboarding, un accompagnement carré et un offboarding de qualité, vraiment ça va vous aider à sortir du lot parce que c'est hyper rassurant et du coup, ça donne envie de vous recommander à d'autres. Et ça peut couler de source, mais vraiment, je pense qu'il y a la moitié des freelances qui ne le font pas. Je suis d'accord avec toi et juste pour, être clair pour les personnes qui ne parlent pas très bien anglais, customer care, c'est la gestion de la relation client et tu parlais d'onboarding et d'offboarding, c'est-à-dire le fait d'accueillir quelqu'un dans la relation commerciale, en fait et puis de le laisser partir une fois que c'est terminé. En général, on n'a pas trop envie de le laisser partir, plutôt de le fidéliser sur le long terme, mais en tout cas, l'idée, c'est ça et je partage ton avis, le fait de se dire: «Quand on commence, on n'est pas assez cadré, on n'a Mm. pas tendance à faire de contrat», par exemple, alors que quand on travaille avec des particuliers, forcément, le professionnel, il est moins protégé que le particulier. Donc, c'est important d'avoir ce cadre-là, ne serait-ce qu'un devis déjà, qui Ouais. engage la personne. Qu'est-ce que tu en penses? Et ça protège et vraiment, ça évite des déconvenues. Ça, c'est vrai que le côté rien que contrat, franchement, quand j'y repense, mes premières années en tant que freelance, ouais, je faisais pas de contrat et j'ai eu beaucoup de fois la problématique d'un client qui est pas content, moi, parce qu'il y a le côté un peu résultat, etc. Donc, c'est pas la même chose que vous. Mais même
Mais même vous, hein, je pense que c'est bien de noter, de le préciser aussi en début de prestation, ben voilà, ce que tu peux attendre de la prestation, etc. Donc vraiment, ça protège dans les deux sens, ça évite d'être déçu et d'avoir des déconvenus. Oui, et puis ça permet d'optimiser aussi la relation puisque tout est Mm. clair et quand il y a pas enfin, c'est cette transparence et cette clarté qui est aussi Oui, importante. et ça Alors, arrive. ah oui, complètement. Et Mm. alors, petit à petit, donc comme on l'a compris dans ta présentation, on a vu à quel point tu étais passionnée par ce que tu fais. À quel moment tu as pris conscience que, hem, tu n'étais plus simplement, la fille qui est freelance et qui essaye de gagner de l'argent en attendant d'être salariée? Parce que forcément tu continuais tes missions en même temps que tu étais salariée. À quel moment tu as vraiment pris conscience que tu étais une chef d'entreprise et que tu ne vendais pas juste un service, mais vraiment quelque chose de plus, profond. Parce que tu vois, dans le conseil en image, on vend pas forcément simplement un accompagnement shopping, on vend une vraie transformation, la personne à la fin et c'est ça qui fait qu'on peut facturer aussi, pas seulement le temps passé, mais aussi bien plus. À quel moment tu as pris conscience que tu vendais une transformation, pas un service et que tu as pris conscience de cette posture entrepreneuriale? Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, comme j'ai commencé l'entrepreneuriat 2 fois, j'ai eu 2 grands départs. En 2016, du coup, comme, enfin, je n'imaginais pas qu'on pouvait vivre du freelancing, de ses propres services ou produits. Donc je prenais pas l'entrepreneuriat très au sérieux. Je ne voyais pas ça comme un moyen de me rémunérer, réellement. Donc c'est drôle parce que voilà, là, ma posture entrepreneuriale, elle était à 0, parce que vraiment j'étais dans cet esprit, je fais ça en attendant de trouver un job salarié. De toute façon, c'est vrai qu'à la sortie d'école, tout le monde parlait de se trouver un CDI, c'était ça le saint graal. Donc c'est vrai que parfois on va être un petit peu, mais même quand on est entrepreneur, on va être un peu influencé par ce qui a l'air d'être cool. C'est comme depuis quelques années, il y a un peu ce grand débat de l'entrepreneuriat, c'est mieux que le salariat. Si je retourne au salariat, c'est un échec. Franchement, moi, j'ai un avis beaucoup moins négatif sur la question. C'est qu'aujourd'hui, pour moi, c'est peu importe le modèle que tu choisis, le tout, c'est que tu sois épanoui, peu importe que ce soit salarié ou entrepreneur. Donc déjà, c'est vrai que 2016, pas du tout cette optique-là. 2020, quand je me suis lancée, donc effectivement, j'avais plutôt cette posture de la nana qui se lance et qui essaie de trouver des clients et qui a envie de limite faire plaisir à tous ses clients et aussi limite, peu importe les clients qu'elle trouve, voilà, allez, j'exécute. Je suis pas du tout dans cette posture de je suis sûre de moi. S'il y a un client qui est pas content, je sais recadrer et rassurer en même temps. C'est pas moi, voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait un petit rapport de force de il y a le client et il y a moi qui exécute. Donc, moi, un peu en bas et qui ne dit rien, surtout si le client n'est pas content ou qu'il a un truc à redire. Je pense que j'ai pris cette posture de chef d'entreprise à partir du moment où j'ai eu plusieurs clients, une dizaine de clients, beaucoup de clients sympas qui venaient vers moi, voilà, beaucoup de demandes entrantes. Ça, c'est vrai que je pense que j'ai pris confiance à ce moment-là. Ouais, cette posture, je l'ai pris à ce moment-là et quand j'ai commencé à avoir des clients vraiment contents et qui avaient des transformations en fait dans leur business. Je pense que ça a été une question de confiance qui m'a aidée à prendre cette posture-là. Et voilà, c'est vraiment petit à petit, je pense que ça m'a pris quand même 1 an et demi, 2 ans avant de switcher vers cette posture de: «Attends, c'est pas toi le client et moi l'exécutante. On est main dans la main». Surtout que généralement, peu importe ce qu'on fait, bon, on peut pas se passer du client pour obtenir les résultats et inversement. Donc c'est quand j'ai inversé ce «rapport de force» entre guillemets que je l'ai, enfin pas inversé, mais plutôt mis sur un pied, d'égalité que, ma posture a changé et du coup, même dans ma posture avec, les clients, quoi. Hem, ne plus avoir peur de dire les choses et je pense que c'est aussi venu avec, le côté cadrage et organisation, hein, de la prestation de service. En fait, à partir du moment où c'était beaucoup plus carré dans mon biz,
dans comment je peux me fournir l'offre, quels résultats on peut attendre de moi, VS, jusqu'où on peut aller dans les résultats, la transformation. Bah, je pense que c'est aussi ça qui m'a aidé à faire le switch. C'est pas quelque chose qui est venu comme ça, c'est quelque chose qui est venu parce que à force d'avoir des clients, à force de faire, Ouais. parce que tu vois, on a souvent, et moi j'en ai fait partie aussi, cette image du je veux me lancer quand ce sera tout parfait. Et donc, je procrastine peut-être un peu, mais sans en avoir forcément conscience, parce que je mets tout bien, tout nickel, alors qu'en vrai, c'est un gros, comment on dit, on se met le doigt dans l'œil, parce qu'en fait, c'est pas du tout en attendant que les choses se fassent que ça va se faire, mais c'est en les faisant qu'on apprend. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis complètement d'accord avec ça. Alors, c'est assez difficile pour moi parce que je suis, je suis de team, enfin, je suis de signe astro vierge. Donc, si tu veux, le perfectionnisme vient bien me challenger niveau procrastination, niveau il faut que ce soit parfait pour me lancer, faire ci, faire ça. Donc, c'est vrai que ça a tendance à me bloquer. Et en fait, je dois aller à l'encontre de ce cheminement naturel de mon signe astro. J'y crois vraiment. Euh, et du coup, vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est que lancez-vous. De toute façon, ça ne sera jamais parfait. Donc, lancez-vous, ça sera brouillon, mais vous allez améliorer petit à petit. Et c'est vraiment un conseil que j'essaie de m'appliquer à moi-même au quotidien, parce que vraiment, c'est une lutte de lutter contre ce perfectionnisme, que ce soit en termes de visibilité, un post que je publie et le post, je le trouve nul, une offre, je la mets en ligne et je me dis non, mais elle n'est pas du tout là où je voudrais l'amener. C'est pas grave. C'est en fonction des retours que vous allez avoir de vos clients. Même vous, en fait, par exemple, un post Insta, vous avez envie d'y passer 3 heures parce qu'il faut qu'il soit parfait. Non, vous y passez 1 heure et peut-être que le prochain post, vous allez l'améliorer sur tel et tel aspect. Et au bout de 20 posts, en fait, là, vous allez trouver votre patte et ils vont enfin être parfaits, vos posts à vos yeux. Donc non, c'est en faisant que vous allez perfectionner. Même J'adore si ce je que sais que tu c'est dis. pas facile. Ah oui, non, mais c'est sûr. Et je te rejoins parce que moi, je suis ascendant vierge, tu vois. Donc, je comprends. Mais donc, pour le coup, c'est vrai que moi, j'ai le taureau qui pousse un peu l'action, si on parle Bien, d'astro. ah, tant mieux. Mais pour le coup, j'aime bien ce que tu dis parce que je crois que c'est vraiment ça. On se retrouve vite bloqué en espérant faire bien, en voulant être la bonne élève qui fait bien, etc. Mais au final, c'est pas là où on va avoir le plus de résultats. Et alors, du coup, je voulais te poser une question à la coach business que tu es aussi quelque part. Quand on démarre, à ton avis, où est-ce qu'on doit concentrer ses efforts pour trouver ses premières clientes? Ah là là, alors ça, c'est une grosse question. Effectivement, quand on se lance, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup de temps, du temps qu'on va pouvoir répartir entre 2 gros piliers business que sont la visibilité et trouver des clients, donc le pilier vente. Donc entre les piliers visibilité et vente, vente, que ce soit faire appel, à votre réseau, prospecter ou par exemple créer du contenu. Et donc là, on en revient au pilier visibilité. Donc pour moi, là, ce qui va vraiment importer, et c'est là où moi je suis la plus à l'aise pour donner des conseils, dans les piliers visibilité, c'est de trouver vraiment les médias où se situe votre audience. Là, en termes de coach en images, généralement, on va être sur des médias de type Instagram, parce que c'est très visuel, Pinterest, et selon moi aussi, pourquoi pas le SEO Google. Donc là, c'est vraiment des médias qui vont vous aider à trouver votre clientèle. Donc là, l'idée, c'est de créer du contenu pour ces différents médias. Donc Instagram, c'est incontournable forcément. Et puis, si vous avez un site et que vous avez, par exemple, des articles de blog qui donnent des conseils pour aider votre clientèle cible à vous trouver. Donc voilà, peut-être une personne, elle va chercher à associer, enfin, elle va se demander comment on associe les couleurs, elle va se demander c'est quoi la colorimétrie. Tout ça, c'est, je pense, des thèmes que vous abordez pour les avoir un peu vus passer. Ça, c'est des questionnements que se pose votre cible et vous allez pouvoir vous trouver sur son chemin de questionnement pour lui présenter vos services. Et du coup, ça, le travail que vous allez faire pour vos articles de blog, le SEO Google, il va aussi vous servir pour le SEO Pinterest. Donc, j'ai envie de vous dire, ça ne va pas vous faire vraiment double travail. Le travail que vous faites pour Google,
il va aussi vous servir pour Pinterest en créant des épingles pour ces articles-là. Mais voilà, pour moi, c'est être aux bons endroits, en fait. Est-ce que vous avez besoin d'être sur YouTube? Bon, là, je ne sais pas, est-ce que votre audience, elle va sur YouTube pour chercher des conseils en images? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va plus faire de recherches sur Google que sur YouTube? Pareil. Est-ce qu'un podcast, ça va être intéressant en premier lieu pour vous rendre visible? Je ne suis pas sûre. Pour moi, on va être surtout sur une thématique très visuelle. Ok, donc pour toi, la visibilité, elle passe par le côté visuel. Donc tu choisirais plutôt un réseau social ou un référencement naturel Google, donc SEO Google, qui permettrait d'avoir cette visibilité. Mais alors pour le coup, quand on démarre, souvent on est aussi en formation, on procrastine comme on l'a dit, et c'est pas forcément évident. Toi, tu es une experte de ces 4 canaux-là et c'est là-dessus où on a pas mal d'atomes crochus parce que moi aussi j'ai commencé, si vous le savez, si vous ne le savez pas, chères auditrices, par un blog. Quand on n'a pas forcément déjà lancé son blog et qu'on commence vraiment de zéro, est-ce que tu crois que Pinterest ou Pinterest est plus facile à mener qu'Instagram ou est-ce qu'il faut faire les 2 ensemble? Comment est-ce que tu vois les choses? Pour moi, c'est intéressant quand même de faire les 2 ensemble. Alors, bien évidemment, commencer par Instagram. Voilà, commencez par, faire votre petit bonhomme de chemin sur Insta. Je trouve que c'est, dans un premier temps, déjà une très bonne première pierre à l'édifice en termes de visibilité. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai un peu le parti pris de compléter avec un moteur de recherche parce que ça va vous apporter une visibilité en continu et qui va être vraiment chouette pour sécuriser en fait votre présence en ligne. Voilà, si jamais vous avez un problème parce que vos posts sont moins visibles ou parce que vous avez une suspension de compte, enfin voilà, on ne sait jamais. Au moins, c'est vrai que d'avoir un moteur de recherche en plus, déjà, ça vous amène de la visibilité en continu. Si jamais vous avez envie de faire un mois de pause sur Insta pour peu importe la raison, en fait, votre présence en ligne, elle continue à être là grâce au moteur de recherche. Ensuite, est-ce qu'il faut commencer par le SEO Google ou le SEO Pinterest? En fait, pour être sur Pinterest, c'est vrai que vous allez quand même avoir besoin d'une base SEO, donc des articles de blog desquels va pouvoir se nourrir Pinterest. Maintenant, la question du OK, je lance mon blog, mais ça me fait peur. Commencez petit en fait. Commencez par faire 2 articles par mois. Vous lancez pas par un article par semaine si vous commencez. Vraiment pas. Faut y aller tranquillement. Et parfois, avec la création de contenu, ce qui va nous bloquer, c'est de se dire: «Il faut que j'ai du contenu différent en termes de sujet entre Instagram et Google». Eh bien non, en général, la personne qui se pose des questions sur la colorimétrie, sur, est-ce que je peux porter, tel type de vêtements, quand je fais, telle morphologie? Enfin, tous ces questionnements-là, la personne va se les poser, que ce soit sur Insta ou sur Google. Donc sur Insta, on va être plutôt sur, de l'inspirationnel, j'ai envie de dire limite une consommation passive. Enfin, on va être plutôt à scroller, on va pas trop faire des recherches. En tout cas, moi, les recherches, je vais plutôt les faire sur Google et Pinterest. Et par contre, sur Google, là, on va rechercher spécifiquement, voilà, colorimétrie, et cetera. Et voilà, vraiment, répondez à ces questions-là sous forme d'articles de blog, mais commencez petit, 2 articles par mois. Et encore une fois, je vous dis, il n'y a pas besoin, selon moi, de différencier la création de contenu, sauf si sur le blog, vous vous rendez compte que sur Google, il n'y a personne qui cherche la colorimétrie. Donc, dans ce cas-là, c'est vrai que ça va un peu servir à rien de faire un gros article de blog sur la colorimétrie alors qu'il n'y a personne qui recherche ce mot-clé-là sur Google. C'est plus là où je différencierai les sujets, Alors, selon les heureusement, médias. heureusement, colorimétrie, c'est un sujet qui est cherché sur Google. Mais pour le coup, ce que je retiens dans ce que tu dis, donc, c'est que finalement Instagram, c'est un bon moyen de mettre le pied à l'étrier, de se prendre en photo peut-être, d'être un petit peu plus à l'aise avec, la mise en scène et quelque part, ce que je crois que tu nous expliques, c'est que finalement, c'est un peu du recyclage. À partir du moment où tu fais ton article Google, tu vas mettre des images. Ces images, tu peux les mettre sur Insta, tu peux les mettre sur Pinterest et Pinterest va être, Oui. c'est plus qu'un réseau social, c'est vraiment un moteur de recherche comme tu le Mm. disais parce que les gens vont taper dans Pinterest quelque chose qu'ils recherchent. Et donc, c'est là où ça va tout finalement se croiser et être un écosystème complet. Et je crois que c'est aussi ça, en fait,
qui fait que j'étais intéressée par ton profil au tout début quand je t'ai découverte, c'est parce que justement, tu avais cette approche un peu holistique, complète de l'écosystème et pas de se dire il y a juste un bout de la lorgnette. Parce Mm. qu'effectivement, quand tu es sur Insta, tu es dépendante d'Insta et de l'algorithme. Donc, tu peux faire des milliards de posts. Si tu réponds pas au code de l'algorithme, tu n'es pas visible. Alors que sur Google, quelque part, si ton article répond bien aux questions de la personne, il y a toutes les chances pour qu'il ressorte finalement. Et c'est pas Mm, lié vraiment à une question d'algorithme. mm. Ouais, en tout cas, l'algorithme est un petit peu moins capricieux à partir du moment où on a compris le SEO Google ou le SEO Pinterest. Il y a vraiment une manne de visibilité quand même assez conséquente selon les secteurs dans lesquels on est. Mais ouais, Et puis c'est c'est du long terme en plus. ouais, complètement. Complètement, et ça continue de tourner, comme je disais, même si vous faites une pause dans votre publication d'articles. Ouais, moi là, ça fait 3 ans et demi que je n'ai absolument pas touché à mon SEO. Donc, franchement, ne reproduisez pas ça chez vous. Mais en fait, ça continue de m'apporter de la visibilité. Alors que ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi sans Insta, il n'y a plus personne qui me connaît et j'ai plus de ventes. Donc voilà, c'est vraiment pour mettre en regard aussi ces deux aspects-là. Oui, aujourd'hui, toi, tu avances, tu le disais en introduction, c'est quelle est ta stratégie à toi? Comment est-ce que tout se nourrit? Par quoi tu commences? Comment tu reprends, comment tu recycles? Enfin, qu'est-ce que tu fais toi pour t'organiser aujourd'hui? Alors là, c'est vrai que ces derniers temps, donc notamment ces dernières années, alors ça coïncide, ces 3 ans et demi, avec le fait que j'ai eu un petit bonhomme qui est arrivé dans ma vie, qui va bientôt avoir 3 ans, donc ça coïncide avec ça. Donc effectivement, en tant que maman d'un enfant en bas âge, voilà, à niveau énergie et temps dispo, c'est assez réduit. D'autant plus que moi, je consacre beaucoup de temps à la gestion de mes clients, puisque voilà, ça fait plus de 5 ans que je suis lancée. Donc là, je suis plutôt dans la phase 2 où j'ai limite plus beaucoup de temps à consacrer à ma com. Donc c'est vrai que je fais un peu le service minimum qui était d'être présente sur Insta et en newsletter et d'avoir mis en pause le SEO Google et Pinterest. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Voilà, il y a rien de magique. On ne peut pas faire une pause de 3 ans et demi dans sa visibilité et se dire, oh, mais les clients, ils vont continuer à arriver. Non, je me rends bien à l'évidence. C'est normal, ma visibilité commence à un peu décroître. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc, je vais me remettre le pied à l'étrier niveau visibilité. Et justement, cette fois-ci, je vais reprendre ma stratégie avec un média pilier que va être... alors moi, je vais le faire dans le sens inverse, c'est qu'en gros, je vais faire des newsletters très qualitatives parce que 90% de mes ventes se font via la newsletter. Donc là, il y a aussi ça, c'est que je vais prendre hyper soin de ma newsletter. Ça va être un peu mon média pilier. Et en fait, de la newsletter, je vais recycler tous mes posts Instagram. De la newsletter, je vais aussi en faire des épisodes de podcast. Donc ça, c'est pas un média de visibilité, mais c'est un média de confiance et de conversion. Donc là, on est toujours très centré conversion et minimum de visibilité sur Instagram en ayant recyclé, on va dire, des newsletters. Et je vais reprendre le SEO de mes anciens contenus. Donc en fait, si j'avais pas du tout de blog, ma stratégie, elle aurait été inversée, c'est que j'aurais créé des articles de blog pour en faire ensuite des newsletters. Mais en fait, j'ai déjà une grosse base d'articles de blog. Donc, je vais venir retravailler le SEO de ces articles de blog en parallèle de cette mise à jour de newsletter. Et justement, cette newsletter, je peux aussi la nourrir avec ces articles de blog-là. Mais voilà, ils existent déjà. Donc, je vais en fait jouer sur deux piliers de visibilité que sont, enfin, deux piliers de stratégie, on va dire, que sont la newsletter et le SEO Google. Mais voilà, c'est pas, ça va pas être le même rapport. Et Et sinon, Pinterest. si j'avais pas d'article de blog, clairement, je serais partie sur pilier blog, puis tout le reste en découle. Et Pinterest, dans cette nouvelle stratégie, tu le mets à quel endroit? Je le mets à partir du moment où je fais la refonte de mes articles de blog, je vais refaire des épingles Pinterest et les republier. Donc, ça me prend 15 minutes de faire des épingles Pinterest. En plus, j'ai un peu changé d'identité visuelle, donc voilà, ça sera aussi l'occasion d'eux. Et donc voilà, ça va être quand je vais m'attaquer à la refonte de mes articles de blog,
et ben, je vais aussi publier les épingles Pinterest. Et là, je vais être à l'optimisation, je pense, de 2 à 3 articles de blog par mois. Donc, c'est assez peu. Mais en même temps, je préfère avoir une toute petite fréquence de mise à jour plutôt que de ne rien mettre à jour du tout pendant 3 ans et demi comme je l'ai fait là. Top. Super, bah, merci beaucoup d'expliquer un peu ta réflexion et ta stratégie parce que c'est vrai que quand on démarre, on n'a pas forcément une lisibilité sur ce qu'on peut faire et comment s'organiser. Et je te rejoins sur cette idée de pilier de contenu principal Ouais. et duquel tu recycles tout. Et effectivement, quand on commence, le fait d'avoir un blog, même si tout le monde vous dit oui, les blogs c'est mort, il faut aller sur les réseaux sociaux, etc., c'est pas forcément vrai parce que Google, il est là depuis 98 et que ben voilà, à partir du moment où tu as une étape zéro, ben, ça continue, ça continue, ça continue. Moi, l'essentiel de mes clientes personnel shopping, c'est grâce à mon référencement Google que je les ai eues. Donc, je pense que c'est une stratégie qui fonctionne. Donc, que toi, tu parles de la newsletter parce que tu as déjà un petit peu plus de bouteilles, ça paraît logique aussi. Et ça tombe bien que tu parles de newsletter parce que c'est le sujet du mois de septembre dans Constellation, tu vois. Donc, tout l'automne est consacré à la visibilité. En septembre, on parle de la newsletter. En octobre, on parle de Pinterest avec toi. Donc, c'est vraiment dans la lignée. Et donc, Hyper vraiment, complet. c'est super. Trop bien. Alors, pour terminer cet entretien, je voulais vraiment remettre l'accent sur la posture d'entrepreneur. On en a parlé un petit peu tout à l'heure ensemble. Si tu regardes maintenant, tu as 5 ans de bouteille, même si depuis 3 ans et demi, on a bien compris que ta priorité a un peu changé et c'est normal. Et moi, c'est l'inverse, tu vois. Ça fait 10 ans que je me suis consacrée à mes enfants et maintenant, c'est l'inverse. Je consacre mon temps un petit peu plus à mon quatrième bébé, on va dire. Donc, je comprends très bien cette logique-là. Et je voulais juste te demander si tu avais peut-être 3 conseils à donner aux personnes qui se lancent aujourd'hui. Alors, on a parlé des débuts tout à l'heure, etc., mais des conseils qui seraient peut-être plus valables au long cours. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les aider à continuer malgré les difficultés? Enfin, comment est-ce que tu pourrais traduire ta vision, ta posture à toi? Et ma question est très mal formulée, c'est pas grave. Je couperai au Non, je l'ai montage. très bien, je l'ai très bien comprise et justement, j'étais en train de réfléchir et en même temps, j'écris pour pouvoir développer un petit peu. Euh, euh, alors, la première, c'est quoi votre vision, que ce soit pro et perso, là, voilà, que vous lanciez ou que vous soyez lancé depuis quelques temps, ça chahute l'entrepreneuriat. Alors, c'est sûr que quand on se lance, c'est pas les mêmes raisons hein, de chahut. Voilà, on a peur de ne pas y arriver. On n'a pas les résultats tout de suite, donc c'est assez démotivant. Mais voilà, peu importe le temps depuis lequel vous vous êtes lancé, c'est sûr qu'on n'est pas sur un long fleuve tranquille avec l'entrepreneuriat. Donc, la question, c'est de se demander, donc, premier conseil, c'est quoi ma vision? Qu'est-ce qui me fait, en fait, m'accrocher à cette envie d'être à mon compte? Moi, c'est vrai que ça fait 5 ans que je suis à mon compte, comme on disait, et j'adore ce que je fais, mais parfois, c'est dur, quoi. Alors, c'est vrai que depuis quelques temps, enfin, surtout cette dernière année, ça a été assez difficile pour moi, mais à chaque fois, je repense à ma vision. Et ma vision, déjà en termes d'alignement avec mon pro, c'est qu'en fait, j'adore ce que je fais, j'adore mon métier. Je pourrais arrêter des passants dans la rue et leur dire: «Mais vous savez, c'est génial le marketing». Donc voilà, vraiment, j'adore mon métier et déjà, je m'accroche très fort à ça. Alors forcément, je pourrais faire ce métier aussi en tant que salariée, mais en fait, ma vision, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à utiliser le marketing et la stratégie pour se faire connaître et trouver des clients. Donc, en fait, moi, à partir du moment où je me dis, ma vision profonde, c'est d'aider les entrepreneurs à faire ça, ça va améliorer leur quotidien pro et par ricochet perso, parce que je leur souhaite d'être épanouis et alignés grâce à leur taf. Mais en fait, déjà, ça, c'est un peu comme si j'avais une mission et que je pouvais pas décevoir les entrepreneurs que je pourrais accompagner ou même juste avec mes conseils gratuits. Voilà, c'est pas que via mes formations ou autres. Mais déjà, ça, c'est une mission qui me tient à cœur et où je peux pas décevoir les gens. Et c'est pareil, vous, votre vision, c'est en fait
imaginez l'impact hyper positif que ça a, en fait, vos conseils et vos accompagnements dans le quotidien perso des gens et peut-être aussi dans le pro, hein, forcément. Donc, vraiment s'accrocher à cette vision-là, ça aide à tenir dans sa barque qui va un peu chahuter avec les vagues. Donc, ça, c'est mon premier conseil. Notez votre vision au clair quelque part, dans votre Notion, sur papier, ce que vous voulez, mais notez-la. Et quand vous doutez, vous la relisez. Et relisez-la plusieurs fois s'il le faut. Ensuite, vous dire que, deuxième conseil, votre job, il est sérieux. C'est pas un petit job à côté. Vous avez une vraie transformation en fait dans la vie des gens. Même si vous, votre cible, c'est du B2C, des particuliers, vous avez une vraie transformation. Vous faites vraiment du bien en fait aux gens. Donc, autour de ça, créez tout un univers, toute une posture de chef d'entreprise. Parce que même si vous êtes solopreneur, c'est pas ça le sujet. C'est vraiment comment vous accompagnez les gens et comment vous leur faites du bien dans leur quotidien perso, voire pro. Mais vraiment garder cette posture de ouais, j'ai une boîte et elle est sérieuse. Donc, si elle est sérieuse, qu'elle transforme sérieusement les gens que j'accompagne, dans ce cas-là, moi aussi, je vais mettre en place des choses sérieuses, entre guillemets. Je vais être disciplinée, je vais travailler ma visibilité, etc. Parce que forcément, la discipline, elle va elle aussi aller un peu en dents de scie. J'adore ce que tu dis. Sur le troisième conseil, je sèche un petit peu parce que je trouve que les deux premiers sont quand même assez forts. Est-ce que toi, tu aurais un troisième conseil sur lequel je pourrais un peu rebondir? Je pense qu'on peut peut-être, enfin moi, il y a un conseil qui me porte beaucoup et les personnes qui me suivent le savent parce que je leur dis souvent, c'est qu'il faut pas avoir peur de l'échec parce que l'échec, c'est une manière finalement d'apprendre et comme on le disait tout à l'heure, mieux vaut fait que parfait et chaque petit pas, même si on n'en a pas l'impression, te rapproche de l'objectif. Peut-être que ça peut t'aider à trouver un troisième. Ouais, complètement. On en parlait tout à l'heure. Donc, c'est vrai euh, que vous soyez débutante ou non, parfois, en fait, les choses que vous allez devoir mettre en place, les projets, les objectifs, les tâches, les missions, vont vous paraître énormes. Et en plus, vous allez avoir tendance à vous comparer. Mais ça, c'est tout à fait normal, hein, d'ailleurs, de se comparer. Peut-être un petit peu moins regarder ce que font les autres si vraiment vous en êtes à ce stade où ça vous paralyse la comparaison. Mais effectivement, commencez petit et surtout échouez. N'ayez pas peur d'échouer parce que effectivement, quand vous vous comparez, vous voyez que la vitrine ultra brillante de personnes qui font le même métier que vous ou même de thématiques pas du tout dans ce que vous faites, mais vous allez voir que ce qu'il y a de beau et de réussi et que les succès. Mais sachez que des échecs, ces personnes, elles en vivent plein. Elles vivent plein d'échecs perso, qu'elles vont peut-être pas partager, hein, c'est de l'ordre de l'intime et peut-être qu'elles n'ont pas envie de partager, et elles vivent plein d'échecs pro. Et vraiment, si ça peut vous rassurer, même après 5 ans d'entrepreneuriat, je continue à me manger des refus, des vues, des non répondus, des petits problèmes de dialogue, voilà, des incompréhensions. Et puis, même par exemple, je vais me fixer un objectif et pas l'atteindre. Ou alors, je vais l'atteindre, mais je vais galérer. Il y a un autre truc qui ne va pas aller. Vraiment, rassurez-vous, des échecs, vous allez continuer à en avoir plein. Donc, faites votre petit bonhomme de chemin et ça va aller. Et c'est pas grave d'avoir des échecs, ça fait partie de la vie, tout C'est vrai. simplement. Ah oui, ça fait partie de la vie, tu as raison. Carrément. En tout cas, merci beaucoup pour ces conseils. Pour terminer, donc je redis simplement qu'on aura la chance de bénéficier de ton expertise sur Pinterest dans Constellation, donc au mois d'octobre. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien qui se retrouvera, à côté donc, en description de cet épisode. Vous pouvez rejoindre le réseau donc, dès maintenant, vous aurez accès à toutes les ressources qui sont déjà disponibles dans le réseau, donc depuis qu'il existe, donc depuis décembre 2024 et vous allez pouvoir rejoindre une communauté de personnes, une vingtaine de membres actives qui sont passionnés par leur métier et le mot d'ordre, c'est l'échange, le partage. Et on a vraiment hâte de t'écouter, Coralie, nous parler de Pinterest et de la manière dont on peut l'utiliser parce que je pense vraiment, je suis intimement convaincue que dans le conseil en images, il est sous-exploité ce média
Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment des belles perspectives avec ce média. Ouais, je suis complètement d'accord. J'ai hâte aussi. Génial. Bon, bah, écoutez, vraiment, c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton temps, pour la qualité Merci. de tes réponses, ton expertise. Est-ce que tu veux avoir le mot de la fin? Le mot de la fin, ouais, c'est vraiment de ne pas perdre de vue ce côté organisation. Je pense que ce que je vois le plus souvent comme erreur chez les entrepreneurs, peu importe leur stade, c'est de partir dans tous les sens. Parfois aussi finir en burn-out parce que c'est un trop-plein. Donc vraiment, simplifier en fait la façon dont vous faites les choses et n'essayez pas de partir dans tous les sens, dans tous les projets à vous épuiser. Donc voilà, ça, ce serait mon petit dernier conseil pour la fin. Génial. Merci beaucoup. Simplicité, tu sais quoi? C'est le mot d'ordre de la semaine et c'est le sujet de ma newsletter. Quand je C'est aligné. La rentrée, elle est vraiment sous le signe de la simplicité chez moi, donc c'est parfait. Merci beaucoup Coralie pour cet échange, c'était super riche et vivement mois d'octobre pour qu'on puisse se retrouver. Avec grand plaisir. À bientôt. Comme je le disais, Coralie, elle m'inspire au quotidien parce que c'est une des seules entrepreneurs à ne pas vous dire: «Choisissez une seule stratégie et vous vous y tenez». Alors je comprends qu'on puisse avoir ce discours, et notamment quand on est débutante, mais quand on n'est pas débutante, quand on a déjà un petit peu de bouteille derrière soi, par exemple, comme ça a pu être le cas avec mon blog et avec mon compte Pinterest, eh bien le discours de Coralie est d'autant plus intéressant, parce qu'il n'est pas là pour démonter ce que vous avez déjà fait, mais pour venir compléter. Et c'est ça qui m'a plu. Alors je voudrais simplement vous rassurer, si vous n'en êtes pas encore là, si vous n'avez pas encore choisi de média principal, choisissez-en un. C'est quand même plus simple quand on commence de focaliser son temps sur un seul média. Et une fois qu'on le maîtrise, une fois qu'on a compris ce qui marche, une fois qu'on a déjà ses premières clientes grâce à ce média, à ce moment-là, on voit comment on peut en ajouter un second. Parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup d'organisation pour arriver à tout faire. Moi, la première, j'ai laissé un peu plus mon blog de côté depuis 2 ans que j'ai développé le podcast. D'ailleurs, l'épisode 100 va bientôt arriver dans le podcast et j'ai hâte de pouvoir le partager avec vous parce que ce sera un épisode important pour moi. C'est un jalon un peu. Mais ça, c'est une autre histoire. Si vous aussi, vous voulez profiter de l'expertise de Coralie en ce qui concerne le référencement Pinterest, alors je vous invite à rejoindre le réseau professionnel Constellation, un réseau dédié aux conseillères en images qui veulent continuer à se former en continu et qui veulent aussi s'entourer d'autres conseillères en images. Parce que c'est un métier dans lequel on est très seul, difficile d'échanger avec des collègues, c'est pour ça que Constellation existe. Toutes les informations se trouvent dans la description de cet épisode. Je vous laisse consulter, cliquer et nous rejoindre pour profiter de tout le contenu qui a été publié dans Constellation depuis le début, à partir du moment où vous êtes inscrite, et vous pourrez bien entendu assister à la masterclass de Coralie en direct au mois d'octobre. Pensez à venir commenter le podcast si vous l'avez aimé, à vous abonner aux notifications pour recevoir tous les jeudis le nouvel épisode directement dans vos favoris. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.